Les enfants de mon frère ont tambouriné à ma porte à 2 heures du matin. Leurs parents les avaient encore enfermés dehors. Alors, je lui ai donné une leçon qu'il n'oubliera jamais. Salut tout le monde. Je n'aurais jamais pensé être du genre à étaler mes histoires de famille sur Internet, mais la situation est devenue tellement glauque que j'ai besoin d'en parler, et peut-être d'avertir d'autres personnes qui pourraient se trouver dans une situation similaire. Mon frère n'arrêtait pas d'enfermer ses enfants hors de la maison en pleine nuit, et il débarquait chez moi en pleurs, gelé et terrifié. Après des mois à voir ce schéma empirer, j'ai fini par m'assurer qu'il ne recommencerait plus jamais ce petit jeu. Voici toute l'histoire de comment ça s'est passé. J'ai 34 ans, je m'appelle Thomas, je suis célibataire et je travaille comme électricien, principalement sur des chantiers tertiaires en ville, des immeubles de bureaux, des entrepôts, des espaces commerciaux, ce genre de choses. Je suis propriétaire d'un petit pavillon avec 2 chambres dans un quartier de classe moyenne correcte où les gens tondent vraiment leur pelouse, prennent soin de leur propriété, et où personne ne met la musique à fond à 3 heures du matin ni ne laisse des épaves de voitures rouiller dans l'allée. C'est calme, prévisible, sûr. Exactement ce que je voulais après des années à vivre en appartement avec des murs en papier à cigarettes, des voisins du dessus qui avaient l'air de s'entraîner pour des combats de MMA à minuit, et des gens qui pensaient que l'espace personnel et le respect des autres n'étaient que de vagues suggestions polies plutôt que les bases de la civilité humaine. J'ai acheté la maison il y a 5 ans quand j'avais 29 ans. J'ai économisé pendant des années, faisant des heures supplémentaires dès que je le pouvais, sautant les vacances et mangeant des repas pas chers pour constituer mon apport. Le quartier est un peu ancien mais bien entretenu avec des rues bordées d'arbres, des enfants qui font du vélo la journée, et des gens qui vous font signe quand vous passez en voiture. Ma maison n'a rien d'extraordinaire. Construite dans les années 70, elle a besoin de quelques mises à jour, mais elle est solide. Je la rénove petit à petit moi-même, pièce par pièce, en utilisant les compétences que j'ai acquises sur les chantiers et en regardant d'innombrables tutoriels YouTube tard le soir. Mon frère Julien a 38 ans, il est marié à une femme nommée Sandrine, et ils ont 2 enfants, Léa, qui a 8 ans, et Lucas qui en a 6. Sur le papier, il ressemble à une famille de banlieue normale. Jolie maison, 2 voitures, la totale. Mais derrière les portes closes, c'est un désastre complet. Julien et moi avons grandi dans la même maison, mais nous avons tourné complètement différemment. J'ai appris tôt que si on veut quelque chose, on travaille pour l'avoir. Lui a appris que si on se plaint assez fort, quelqu'un d'autre gère vos problèmes. Nos parents lui passaient tout, trouvant toujours des excuses pour sa paresse et ses mauvaises décisions. À l'adolescence, le schéma était établi. J'étais le responsable. Il était l'enfant roi qui ne pouvait rien faire de mal. Quand Julien a épousé Sandrine il y a 7 ans, je savais que ce serait une catastrophe. C'est le genre de personne qui pense qu'avoir des enfants, c'est comme prendre un chiot. C'est amusant jusqu'à ce qu'on réalise que ça demande du vrai travail. Ils ont eu Léa tout de suite, puis Lucas 2 ans plus tard, et soudain la réalité les a frappés, les enfants ont besoin d'attention constante, de surveillance et de soins. Le problème a commencé petit. Julien et Sandrine se plaignaient lors des réunions de famille de l'épuisement d'être parents, de ne plus jamais avoir de temps pour eux. Mais au lieu d'élever leurs enfants et de créer une structure, ils semblaient en vouloir aux enfants d'exister et d'avoir des besoins. J'ai commencé à remarquer des choses inquiétantes lors des dîners de famille. La façon dont Julien aboyait sur Léa pour avoir posé des questions simples. Comment Sandrine ignorait Lucas quand il essayait de lui montrer quelque chose. Les enfants restaient assis tranquillement avec des tablettes pendant que les adultes parlaient. Et s'ils faisaient du bruit, on leur lançait des regards noirs et on leur disait de dégager. Mais je n'ai rien dit. Ce n'était pas ma place. Les gens gèrent le stress différemment. Peut-être que ça irait mieux. Ça ne s'est pas amélioré. C'est devenu exponentiellement pire. Le premier incident qui m'a vraiment ouvert les yeux s'est produit un mardi soir fin septembre, il y a environ 6 mois. Je dormais profondément, faisant un rêve plutôt sympa pour une fois, quand quelqu'un a commencé à tambouriner à ma porte d'entrée à exactement 2h17 du matin, d'après mon téléphone. Pas des coups discrets, pas la sonnette, mais de grands coups désespérés et paniqués comme si la maison était en feu et que chaque seconde comptait. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre.
J'ai trébuché hors du lit en caleçon et t-shirt, attrapé mon téléphone pour appeler la police si ça s'avérait être une sorte de cambriolage ou d'urgence, et j'ai regardé prudemment par le Judas, m'attendant à voir je ne sais quoi. Des flics, des pompiers, quelqu'un de blessé, n'importe quoi sauf ce qui était réellement là. Deux petites silhouettes se tenaient sous la lueur jaune de l'éclairage du porche. Ma nièce Léa et mon neveu Lucas, tous deux portant des pyjamas fins, pas de manteau, pas de chaussures, juste des chaussettes. Léa tenait la main de Lucas pendant qu'il sanglotait ouvertement, tout son petit corps tremblant. J'ai ouvert la porte immédiatement, l'air froid s'engouffrant dans ma maison. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous faites là à 2 heures du matin? Léa m'a regardé avec des yeux rouges et bouffis qui avaient clairement pleuré depuis un moment. Sa voix était petite et effrayée. Maman et papa nous ont enfermés dehors. On a frappé et frappé à la porte, mais ils n'ouvrent pas. On ne sait pas quoi faire. Mon sang s'est glacé malgré le froid extérieur. Il faisait 4 degrés selon mon appli météo. Ces enfants étaient debout dehors en pyjama de coton fin et en chaussettes, sans aucun vêtement de protection en pleine nuit, à 3 rues de chez eux. Entrez tout de suite. Immédiatement. Je les ai tirés à l'intérieur, j'ai fermé la porte contre le froid, j'ai attrapé des couvertures dans le placard et je les ai emmitouflés sur mon canapé. Lucas tremblait violemment. Je ne savais pas si c'était le froid, les pleurs ou les deux. Son visage était taché et humide de larmes. Léa essayait de faire la brave et de rester calme, comme si elle était l'adulte dans cette situation, mais je voyais la peur dans ses yeux. Cette gamine de 8 ans était terrifiée et essayait de tenir le coup pour son petit frère. Je les ai installés avec les couvertures, j'ai monté le chauffage, et je me suis assis en face d'eux. D'accord, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé ce soir. Commencez par le début, et n'oubliez rien. Léa a pris une inspiration tremblante et a expliqué toute la situation. Ils regardaient la télé dans le salon vers minuit. Déjà bien au-delà de l'heure à laquelle des enfants de cet âge devraient être debout une veille d'école, leurs parents étaient dans la chambre parentale avec la porte fermée comme d'habitude, sans les surveiller, sans voir comment ils allaient. Léa a eu faim et est allée à la cuisine pour grignoter un truc. En revenant par le salon, elle a remarqué que la porte d'entrée était grande ouverte. Elle est allée la fermer parce qu'il faisait froid. Et quand elle s'est retournée, elle a réalisé que ses parents étaient sortis et avaient verrouillé la porte de leur chambre. Elle a frappé et frappé, mais ils ne répondaient pas. C'est alors qu'elle a réalisé que Lucas n'était pas à l'intérieur. Il était sorti dans le jardin pour voir leur chien. Ils ont ce vieux retriever qui dort parfois dans une niche dehors. Quand Lucas a essayé de rentrer par la porte d'entrée, elle était verrouillée. Il a essayé la porte arrière, verrouillée aussi. Les deux enfants se sont retrouvés complètement enfermés hors de la maison, tous les points d'entrée sécurisés. Les parents ne répondaient ni à la sonnette, ni au coup, rien. Ils ont marché sur 3 pâtés de maison jusqu'à chez moi dans le noir en pyjama parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre et ne connaissaient aucun voisin assez bien pour frapper à leur porte à 2 heures du matin. Léa savait où j'habitais parce qu'elle était venue pour quelques fêtes d'anniversaire. Alors, ils ont marché dans le froid et l'obscurité des rues vides, juste 2 petits enfants essayant de trouver la sécurité. J'ai appelé Julien immédiatement, luttant pour garder une voix calme alors que ce que je voulais vraiment faire, c'était passer à travers le téléphone et le secouer pour lui remettre les idées en place. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne décroche. Voix pâteuse et irritée comme si je venais d'interrompre quelque chose d'important. Quoi? Tes enfants sont chez moi. Vous les avez enfermés hors de la maison. Longue pause de son côté, puis avec zéro inquiétude dans la voix, de quoi tu parles? Léa et Lucas sont assis sur mon canapé en ce moment même, enveloppés dans des couvertures. Ils ont marché 3 rues jusqu'à chez moi à 2 heures du matin parce que toi et Sandrine les avez enfermés dehors. On ne les a pas enfermés dehors. Ils ont dû sortir jouer ou un truc comme ça et la porte s'est fermée derrière eux. Les gosses font ce genre de truc. Julien, Léa a dit que vous aviez verrouillé la porte de la chambre et que vous ne répondiez pas quand il frappait. Lucas était enfermé dehors à essayer de rentrer. Il fait 4 degrés et ils sont en pyjama fin. Elle exagère comme le font les enfants. On dormait. On n'a rien entendu. Renvoie-les simplement à la maison. Les renvoyer à la maison? Il est 2 heures du matin.
Ils sont en pyjama sans chaussures, et ils viennent de marcher 3 rues dans le froid parce que leurs parents les ont enfermés dehors. Alors, ramène-les en voiture. Je ne vais pas sortir du lit pour ça. Je bosse demain matin. C'est à ce moment-là que j'ai su avec une certitude absolue que ce n'était pas juste un accident malheureux ou un malentendu. Il n'était pas paniqué, ne s'excusait pas profusément, ne se précipitait pas pour récupérer ses enfants ni n'exprimait le moindre soulagement qu'ils soient en sécurité. Il était simplement agacé que j'ai interrompu son sommeil et que je demande maintenant son temps et son attention. Je les ai ramenés quand même parce qu'ils avaient besoin d'être chez eux, avaient besoin de leur lit, de leurs vêtements d'école et de leur cartable pour le lendemain matin. Pendant tout le trajet, Léa a juste regardé silencieusement par la fenêtre, sans rien dire, tandis que Lucas s'endormait contre son épaule, épuisé par les pleurs, la marche et la peur. Ce petit gamin de 6 ans qui aurait dû être en sécurité dans son lit était à la place traumatisé et épuisé. À 2h30 du matin, Julien a ouvert sa porte d'entrée en portant juste son caleçon et un maillot de corps, l'air irrité et impatient comme si on le dérangeait. Il ne m'a pas remercié de les avoir ramenés. Ne s'est pas excusé pour ce qui s'était passé. N'a pas vérifié si les enfants allaient bien. N'a pas demandé s'ils avaient froid ou peur. Il les a juste pris par les épaules, les a guidés à l'intérieur et m'a claqué la porte au nez sans un autre mot. Je suis restée là sur son porche pendant une bonne minute, fixant simplement cette porte fermée, traitant ce qui venait de se passer. Le mépris complet, l'absence totale de soucis pour la sécurité et le bien-être de ses enfants, la façon désinvolte dont il a balayé leur peur et mon inquiétude. Quelque chose n'allait profondément, fondamentalement pas dans cette maison. Et ses enfants payaient le prix des échecs de leurs parents. Je suis rentrée chez moi et je n'ai pas pu dormir du reste de la nuit. Je suis restée allongée dans mon lit à fixer le plafond. Je n'arrêtais pas de penser au visage effrayé de Léa quand elle est apparue sur mon porche. À Lucas qui pleurait. À la façon dont 2 jeunes enfants avaient marché 3 rues dans le noir pour trouver de l'aide parce que les personnes censées les protéger les avaient littéralement enfermés dehors dans le froid. Les images tournaient en boucle dans ma tête. Je me suis dit que c'était probablement un incident isolé, une terrible erreur. Peut-être que Julien avait été confus ou à moitié endormi. Peut-être qu'il y avait une explication logique. Les gens font des conneries parfois. Les parents font des erreurs. Peut-être que c'était juste une mauvaise nuit et que tout irait bien à l'avenir. J'avais tort. Tellement, complètement tort. 2 semaines plus tard, un vendredi soir, c'est arrivé de nouveau. Cette fois, il était 1h45 du matin quand les coups ont commencé. Même coup désespéré sur ma porte d'entrée. Même 2 enfants sur mon porche. Même pyjama fin et pieds nus. On était en octobre maintenant. Les températures descendaient proche de 0 la nuit. Ça devenait dangereusement froid pour des enfants habillés pour l'intérieur. Ils ont recommencé, a dit doucement Léa quand j'ai ouvert la porte, sa voix plate et résignée comme si elle avait déjà accepté cela comme normal. Je les ai fait entrer immédiatement, les ai enveloppés dans des couvertures pour les réchauffer. Et cette fois, j'étais préparée avec des questions détaillées. J'avais besoin de comprendre exactement ce qui se passait et pourquoi. Racontez-moi tout ce qui s'est passé ce soir depuis le tout début. Ne sautez aucun détail. Léa a expliqué de cette voix fatiguée et vaincue qu'ils étaient tous les 2 au lit, endormis pour une fois à une heure raisonnable. Lucas s'est réveillé vers 1h du matin avec une envie urgente d'aller aux toilettes. Mais quand il a essayé la porte de leur chambre, elle était verrouillée de l'extérieur. Il a frappé pour appeler leurs parents, les a appelés, mais personne n'est venu. Il ne pouvait vraiment plus se retenir et a eu un accident juste là près de la porte, ce qui a réveillé Léa. Ils ont tous les 2 commencé à frapper plus fort, puis à crier, puis à tambouriner sur la porte, essayant désespérément de faire venir leurs parents pour ouvrir. Rien. Silence complet de l'autre côté. Léa a dit qu'elle pouvait entendre la télé dans le salon. Pouvait voir la lumière sous la porte de leur chambre. Savait absolument que quelqu'un était réveillé là-bas, mais personne n'est venu aider. Personne n'a répondu à leurs appels désespérés. Finalement, Léa a trouvé comment utiliser un cintre pour faire sauter la moustiquaire de la fenêtre de leur chambre. Ils sont tous les 2 sortis. Et c'est la partie qui m'a retourné l'estomac.
Ils sont sortis par une fenêtre du premier étage, ont sauté dans les buissons en contrebas qui ont heureusement amorti leur chute, puis ont marché jusqu'à chez moi parce que la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur et qu'ils ne pouvaient pas rentrer autrement. Une fenêtre du premier étage. Ces enfants, une gamine de 8 ans et un de 6 ans, étaient sortis par une fenêtre à l'étage en pleine nuit dans le froid parce que leurs parents les avaient délibérément enfermés dans leur chambre et ne voulaient pas les laisser sortir, même pour aller aux toilettes. Cette fois, j'ai pris de nombreuses photos avec mon téléphone. Des photos de leurs pyjamas encore légèrement humides de l'accident de Lucas. Leurs pieds nus sales d'avoir marché sur les trottoirs. L'horodatage sur mon téléphone indiquant clairement 1h45 du matin. J'ai demandé à Léa de me raconter toute l'histoire à nouveau pendant que j'enregistrais une vidéo pour documenter sa déclaration. Elle avait l'air complètement épuisée, mais a répondu à chaque question que je posais avec des détails déchirants. J'ai rappelé Julien, et cette fois la conversation a été encore pire parce qu'il n'a même pas fait semblant d'être surpris ou inquiet. Ils sont encore chez toi, hein? Pas de « oh non, est-ce qu'ils vont bien ?» Pas de « que s'est-il passé ?» Juste une reconnaissance désinvolte comme si cela devenait une routine. Tu les as enfermés dans leur chambre, Julien. Ils ont dû sortir par une fenêtre du premier étage pour s'échapper. On ferme leur porte à clé la nuit pour qu'ils ne se baladent pas dans la maison à toucher à tout ou à faire du bruit qui nous empêche de dormir. Ça s'appelle établir des limites et une structure. Peut-être que si tu avais tes propres gosses, tu comprendrais comment fonctionne l'éducation. Julien, ils sont sortis par une fenêtre à l'étage. Ils auraient pu être gravement blessés. Lucas avait besoin d'aller aux toilettes et tu l'as enfermé dans la chambre sans aucun moyen de sortir. C'est leur choix de sortir par la fenêtre. Ils auraient pu juste rester dans leur chambre tranquillement et se rendormir comme des enfants normaux. Lucas a 6 ans. Il peut apprendre à se retenir jusqu'au matin. La cruauté désinvolte dans sa voix, le manque total d'empathie ou d'inquiétude, m'ont donné envie de passer à travers le téléphone et de le secouer physiquement jusqu'à ce que son cerveau commence à fonctionner correctement. Mais j'ai gardé ma voix égale et calme, je lui ai dit que je ramenais les enfants à la maison, et j'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais et qui empirerait la situation pour Léa et Lucas. Je les ai ramenés une fois de plus. Julien n'a même pas pris la peine de venir à la porte cette fois. C'est Sandrine qui a répondu à la place, en pyjama et l'air agacée de devoir mettre en pause la série qu'elle était en train de regarder en boucle. Elle a pris les enfants sans dire un seul mot ni à eux ni à moi et m'a claqué la porte au nez exactement comme Julien l'avait fait avant. C'est là que j'ai pris la décision de commencer à tout documenter sérieusement. Je suis allée au magasin le lendemain matin et j'ai acheté un carnet dédié juste pour ça. J'ai commencé à noter les dates exactes, les heures, des descriptions détaillées de ce que les enfants m'avaient dit exactement. J'ai pris plus de photos, j'ai tout gardé organisé parce que quelque part au fond de moi, je savais que ce schéma n'allait pas s'arrêter tout seul. Et tôt ou tard, j'allais avoir besoin de preuves en béton de ce qui se passait pour monter un dossier d'intervention. Le 3e incident s'est produit 3 semaines plus tard, et celui-ci était, d'une certaine manière, encore pire que les 2 premiers. Veille d'école, 23h30, et seule Léa s'est présentée à ma porte cette fois. Elle était seule, grelottante, les bras enroulés autour d'elle-même, essayant de rester au chaud. « Où est Lucas ?» ai-je demandé immédiatement, regardant derrière elle, m'attendant à le voir suivre. Toujours à l'intérieur. Ils m'ont enfermé dehors que moi cette fois. L'histoire qu'elle a racontée m'a fait bouillir le sang. Elle avait demandé un verre d'eau après son heure officielle de coucher parce qu'elle avait vraiment soif. Son père lui avait hurlé dessus de retourner au lit et d'arrêter de les déranger. Elle avait expliqué poliment qu'elle avait vraiment soif et qu'elle avait juste besoin d'un peu d'eau. C'est là qu'il l'a attrapée brutalement par le bras, l'a fait marcher tout droit vers la porte d'entrée, l'a poussée physiquement dehors en pyjama et a verrouillé la porte derrière elle. Juste comme ça. Pas d'avertissement, pas de seconde chance, juste une punition immédiate pour le crime d'être une enfant de 8 ans assoiffée. Léa avait frappé et frappé à cette porte, suppliant qu'on la laisse rentrer. Personne n'a répondu. Elle pouvait entendre Lucas pleurer à l'intérieur de la maison. Pouvait entendre la voix de son père hurler sur Lucas de se taire et d'aller dormir. Alors, elle avait marché les 3 rues jusqu'à chez moi seule dans le noir parce qu'elle n'avait littéralement nulle part ailleurs où aller. J'ai tout documenté à nouveau avec la même attention minutieuse aux détails.
Photo d'elle debout là en pyjama fin avec la chair de poule sur les bras. Vidéo d'elle expliquant exactement ce qui s'était passé avec ses propres mots. J'ai noté chaque détail dans mon carnet avec les heures, les dates, les citations directes. Le dossier de preuve s'épaississait. Puis j'ai appelé Julien pour la 3e fois et la conversation s'est passée exactement aussi mal que prévu. Ta fille est encore chez moi. Tu l'as physiquement poussée dehors et a verrouillé la porte derrière elle parce qu'elle a demandé un verre d'eau. Elle n'arrêtait pas de pleurnicher et de nous harceler pour avoir soif alors qu'on lui avait déjà dit que c'était l'heure du coucher. Peut-être que quelques minutes dehors toute seule lui apprendront à apprécier ce qu'elle a et à suivre les règles qu'on a fixées. Il fait 4 degrés dehors, Julien. Elle a 8 ans. Elle est en pyjama fin. Elle va bien. Arrête de la couver et d'agir comme si elle était en sucre. Les gosses d'aujourd'hui sont trop mous parce que tout le monde les traite comme s'ils allaient se casser. Un peu d'air frais n'a jamais tué personne. Je la ramène tout de suite et toi et moi, on va avoir une discussion très sérieuse sur ce qui se passe chez toi. Ne t'avise pas de rentrer. Et j'en ai marre d'écouter tes leçons de morale sur l'éducation alors que tu n'as pas de gosse et que tu ne comprends pas ce que c'est. Il m'a carrément raccroché au nez. Juste mis fin à l'appel en plein milieu parce qu'il ne voulait rien entendre de ce que j'avais à dire. J'ai ramené Léa chez eux, mais cette fois, je ne l'ai pas juste déposée à la porte comme je l'avais fait avant. Cette fois, j'ai sonné et j'ai continué à sonner jusqu'à ce que Julien réponde, l'air encore plus agacé que d'habitude. Puis, je l'ai bousculé pour entrer chez lui sans demander la permission ni attendre une invitation. Je suis entrée dans son salon et j'ai trouvé Lucas recroquevillé sur le canapé avec les yeux rouges et gonflés et les joues tachées de larmes, s'étant clairement endormi d'épuisement à force de pleurer. Je me suis tournée vers Julien et Sandrine, qui étaient sortis de sa cachette. Ça s'arrête maintenant, ce soir. Vous ne pouvez pas continuer à enfermer vos enfants dehors dans le froid. C'est dangereux. C'est cruel. Quelqu'un va finir par être gravement blessé, et c'est complètement inacceptable. Julien a croisé les bras sur la défensive. C'est ma maison et mes enfants. Je les élève comme je l'entends. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Ce que tu fais, ce n'est pas de l'éducation. C'est de la négligence au mieux, et de la maltraitance au pire. Sors de chez moi tout de suite avant que j'appelle les flics pour violation de domicile. Sandrine est apparue complètement dans le couloir, ajoutant sa voix à la confrontation. Tu dois vraiment partir. Tu n'es pas leur père. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as aucun droit de regard sur la façon dont nous choisissons d'élever nos enfants. Ce ne sont pas tes affaires. J'ai regardé les deux se tenir là, Julien, provocateur et sûr de son bon droit, Sandrine avec cette expression perpétuellement irritée, et j'ai réalisé que ces gens n'avaient aucune légitimité à être responsables d'autres êtres humains. Ce n'est pas fini. Loin de là. Je leur ai dit à tous les deux, puis je suis partie avant que la situation ne dégénère davantage. Je suis rentrée chez moi et j'ai passé les 2 heures suivantes à faire des recherches sur tout ce que je pouvais trouver en ligne concernant l'aide sociale à l'enfance, ASE, les lois sur le signalement obligatoire pour les membres de la famille inquiets et ce qui constitue exactement une négligence et une mise en danger légale de l'enfant en France. Il s'est avéré qu'enfermer de manière répétée de jeunes enfants hors de la maison par temps froid, surtout la nuit, cochait à peu près toutes les cases de la mise en danger grave. Les définitions étaient claires comme de l'eau de roche. Ce que Julien et Sandrine faisaient n'était pas juste une mauvaise éducation ou une discipline douteuse. C'était un cas d'école de négligence qui mettait les enfants en danger réel. Mais j'ai hésité. C'étaient les enfants de mon frère, la famille, et appeler les services sociaux donnait l'impression de franchir une ligne dont on ne revient jamais. Comme lâcher une bombe sur les relations familiales qui détruirait tout définitivement. J'ai continué d'espérer que Julien retrouverait la raison, qu'il réaliserait ce qu'il faisait et arrêterait avant que les choses n'empirent. Les choses ont empiré. Le 4e incident a été le point de rupture absolu qui m'a forcé la main. Mi-novembre, l'hiver s'installait vraiment. La température est descendue à -2 degrés pendant la nuit, bien en dessous de 0. Une météo réellement dangereuse pour quiconque se trouve dehors sans vêtements appropriés. Je me suis réveillée à 3h15 du matin au son de ces coups familiers et désespérée à ma porte. Les 2 enfants cette fois, Léa traînant pratiquement Lucas, qui était à peine conscient et ne pouvait plus marcher correctement tout seul.
Je les ai fait entrer immédiatement, et la peau de Lucas était glacée au toucher, comme toucher de la viande congelée. Ses lèvres avaient une teinte bleue distincte. Sa peau était pâle et cireuse. Il pouvait à peine parler, émettant juste de petits gémissements. Léa pleurait à chaudes larmes, disant qu'ils avaient été enfermés dehors pendant plus d'1 heure, essayant de rester au chaud, blottis ensemble dans les buissons sur le côté de la maison. Mais il faisait de plus en plus froid, et Lucas a commencé à agir bizarrement et n'arrivait pas à rester éveillé. Je n'ai pas hésité cette fois. J'ai appelé le 15 immédiatement. J'ai dit à l'opérateur que j'avais 2 enfants en hypothermie possible qui avaient été délibérément enfermés hors de chez eux par leurs parents. L'ambulance est arrivée en 10 minutes. Les ambulanciers se sont immédiatement mis au travail pour vérifier les signes vitaux et la température corporelle des 2 enfants. Ils ont déterminé que Lucas devait absolument aller à l'hôpital pour être correctement surveillé et traité car sa température corporelle était dangereusement basse. Les ambulanciers ont posé leurs questions protocolaires standards sur ce qui s'était passé. Léa leur a dit toute la vérité. Leurs parents les avaient enfermés dehors. Ils avaient essayé et essayé de rentrer, mais ne pouvaient pas. Ils avaient marché jusqu'à chez moi, mais ça avait pris beaucoup plus de temps que d'habitude parce que Lucas devait sans cesse s'arrêter pour se reposer, et Léa devait l'aider à marcher. Le personnel hospitalier, j'ai appris, est tenu par la loi de faire un signalement dès l'instant où ils entendent une histoire d'enfants délibérément enfermés dehors par un temps glacial par leurs propres parents. Ils étaient légalement tenus de contacter les services sociaux. La machine était lancée, que je sois prêt ou non. Julien est arrivé aux urgences environ 40 minutes plus tard. Pas inquiet ni paniqué, juste absolument furieux que j'ai appelé une ambulance et impliqué les services sociaux dans ce qu'ils considéraient comme des affaires de famille privées. Sandrine était restée à la maison, apparemment elle ne pouvait même pas prendre la peine de conduire jusqu'à l'hôpital pour voir comment allait son propre enfant qui était traité pour hypothermie. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ses priorités. Tu n'avais absolument aucun droit de faire ça, m'a sifflé Julien dans le couloir de l'hôpital pendant que les médecins examinaient Lucas dans une chambre voisine. Aucun droit d'impliquer des étrangers dans nos affaires de famille privée. Ton fils est en hypothermie, Julien. Il a été enfermé dehors par -2 degrés en pyjama. Qu'est-ce que tu attendais de moi exactement? Que je le laisse geler? Que je le ramène à la maison comme tu le fais toujours et que je me mêle de mes affaires? Maintenant on a les services sociaux sur le dos qui vont faire de notre vie un enfer parce que tu n'as pas pu gérer les choses discrètement en famille. Peut-être que si toi et Sandrine n'arrêtiez pas d'enfermer vos enfants dehors par un temps glacial, les services sociaux n'auraient pas besoin d'être impliqués. Tu y as pensé? Ils vont très bien. Arrête d'être aussi dramatique pour tout. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Une assistante sociale est arrivée environ 1 heure plus tard, une femme professionnelle dans la cinquantaine nommée Patricia, qui avait clairement des années d'expérience dans la gestion de ce genre de situation exactement. Elle a interrogé Léa et Lucas séparément dans des chambres privées, a longuement parlé avec le personnel médical de leur état et de ce qu'ils avaient rapporté, a examiné les dossiers de traitement hospitalier, puis a demandé si elle pouvait me parler. Je lui ai montré absolument tout ce que j'avais documenté. Le carnet rempli de dates, d'heures et de descriptions détaillées. Toutes les photos que j'avais prises sur mon téléphone, les vidéos des enfants expliquant avec leurs propres mots ce qui s'était passé à chaque fois. Des mois de documentation minutieuse prouvant sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait d'un schéma de comportement établi, pas juste d'incidents isolés ou de malentendus. Le visage de Patricia devenait progressivement plus dur et plus sérieux à chaque élément de preuve que je lui montrais. Elle avait probablement vu beaucoup de choses terribles dans sa carrière, mais cela l'affectait clairement. C'est une négligence très grave. Ces enfants sont en danger réel. Ce comportement est totalement inacceptable et dangereux. Julien a essayé de tout minimiser et de détourner l'attention. Il a dit que les enfants exagéraient comme le font les enfants. Il a dit qu'ils s'étaient enfermés dehors par accident et qu'ils inventaient des histoires. Il a dit que je réagissais de manière excessive parce que je n'avais pas d'enfant à moi et que je montais les services sociaux contre lui à cause d'une rancune personnelle. Patricia n'a pas gobé ça une seule seconde. Monsieur Wilson, j'ai une documentation complète de votre frère montrant que cela s'est produit au moins 4 fois documenté au cours des 2 derniers mois. J'ai des dossiers hospitaliers juste ici montrant que votre fils vient d'être traité pour hypothermie.
J'ai des déclarations détaillées des 2 enfants décrivant séparément avoir été enfermés hors de la maison à plusieurs reprises au milieu de la nuit par des températures glaciales. Ce n'est pas de l'exagération et ce n'est pas un accident. C'est un schéma clair et établi de mise en danger de l'enfant. Ce sont mes enfants. J'ai le droit de les discipliner comme je l'entends. C'est mon droit en tant que père. Pas quand cette soi-disant discipline les expose à un risque grave de blessure ou de mort. Enfermer de jeunes enfants dehors par un temps glacial en pyjama n'est pas de la discipline. C'est de la maltraitance et ça s'arrête tout de suite. Le mot maltraitance est resté suspendu dans l'air entre eux. Le visage de Julien est devenu rouge, mais il ne pouvait pas vraiment argumenter contre ça parce qu'elle avait absolument raison et il le savait. Les services sociaux ont officiellement ouvert une enquête le jour même. Ils ont effectué une visite surprise à domicile dès le lendemain matin, ont interrogé Julien et Sandrine séparément sans leur permettre de coordonner leurs histoires, ont photographié chaque pièce de la maison à la recherche de preuves de négligence ou de danger, et ont parlé aux enseignants de Léa et Lucas à leur école primaire. Il s'est avéré que les enseignants avaient déjà remarqué des choses inquiétantes qui les préoccupaient en silence. Les 2 enfants s'endormaient fréquemment en classe. Léa amassait des collations et de la nourriture dans son sac à dos comme si elle n'était pas sûre de quand elle mangerait à nouveau. Lucas était inhabituellement anxieux et effrayé à l'idée de rentrer chez lui à la fin de la journée d'école. En une semaine d'enquête intensive, l'ASE avait rassemblé suffisamment de preuves pour recommander formellement le placement provisoire des enfants hors du domicile. Pendant que l'enquête se poursuivait et que les parents recevaient une intervention obligatoire, Julien et Sandrine devaient suivre des cours de parentalité complets, subir des visites inopinées régulières du personnel des services sociaux, assister à des séances de conseil, et démontrer qu'ils pouvaient réellement fournir un environnement constamment sûr avant que les enfants puissent potentiellement revenir. Julien a complètement pété les plombs quand il a appris la nouvelle. Il m'a appelé sur mon portable, hurlant littéralement à plein poumon que j'avais détruit sa famille, que j'avais monté les services sociaux contre lui avec des mensonges et des manipulations, que ses enfants lui étaient volés à cause de mes exagérations et de mon ingérence. Je l'ai laissé crier et s'époumoner, puis j'ai dit calmement, « Tes enfants sont retirés temporairement parce que tu les as enfermés dehors à plusieurs reprises par un temps glacial. Parce que Lucas a fini à l'hôpital pour être traité pour hypothermie. Parce que tu n'as montré absolument aucune inquiétude pour leur sécurité ou leur bien-être. Parce que les enseignants ont signalé des inquiétudes sur leur comportement et leur état. Ce n'est pas ma faute. C'est entièrement la tienne. Tu t'es fait ça tout seul. Tu es mort pour moi. Tu m'entends? Mort. Tu ne reverras jamais ces enfants. Tu ne fais plus partie de la famille. » Puis il a raccroché avant que je puisse répondre. Ça m'allait très bien. L'ASE avait besoin d'un placement d'urgence pour Léa et Lucas le temps que tout soit réglé. Ils m'ont demandé si je serais prêt à les prendre temporairement jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une famille d'accueil appropriée ou que Julien remplisse toutes les conditions pour les récupérer. J'ai dit oui immédiatement sans aucune hésitation. Ces enfants avaient désespérément besoin de stabilité, de structure, de sécurité et de quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux en tant qu'être humain. J'avais l'espace physique dans ma maison. J'avais un emploi stable avec un revenu prévisible. Et j'avais des mois de documentation prouvant que j'étais celui qui les protégeait constamment et veillait à leur bien-être depuis le début. La visite à domicile des services sociaux a pris 2 jours à organiser et à compléter. Ils ont vérifié chaque recoin de ma maison, ont effectué des vérifications approfondies de mes antécédents, ont interrogé mon employeur sur mon historique de travail et ma fiabilité, ont parlé à mes voisins pour savoir si j'étais une personne responsable. Tout est revenu complètement positif. À la fin de cette semaine, Léa et Lucas ont été officiellement placés sous ma garde temporaire avec la supervision de l'ASE. La première nuit où ils sont vraiment restés chez moi m'a semblé complètement surréaliste, comme si j'étais entrée dans une version alternative de ma vie. J'avais passé les 3 jours précédents à convertir frénétiquement mon bureau à domicile en une vraie chambre pour Léa. Nouveau lit, nouvelle commode, literie joyeuse, poster au mur. J'ai installé Lucas dans ma chambre d'amis avec des meubles et des jouets adaptés aux enfants. Je suis allée au supermarché et j'ai acheté ce qui ressemblait à tout le rayon enfants, nouveaux vêtements à leur taille, fournitures scolaires, sacs à dos, manteaux d'hiver, chaussures, tout ce dont ils avaient besoin. Léa a pleuré jusqu'à s'endormir cette première nuit.
Pas parce que ses parents lui manquaient ou qu'elle voulait y retourner. Elle avait peur qu'il débarque d'une manière ou d'une autre et la force, elle et Lucas, à rentrer. Elle n'arrêtait pas de demander si les portes étaient verrouillées, si Julien pouvait juste entrer par effraction et les prendre. Je suis resté assis dans le couloir juste devant sa chambre jusqu'à ce qu'elle s'assoupisse enfin d'épuisement, lui promettant encore et encore que personne ne lui ferait de mal ici, qu'elle était en sécurité maintenant, que je ne laisserais personne les reprendre. Lucas s'est adapté plus vite, probablement parce qu'il était plus jeune et plus résilient. Le gamin a 6 ans et était juste sincèrement heureux d'être quelque part où il n'avait pas à s'inquiéter constamment d'être enfermé dehors dans le froid. Il a demandé s'il pouvait avoir un goûter quand il voulait sans permission. Et quand je lui ai dit « oui, bien sûr, sers-toi », tout son visage s'est illuminé comme un matin de Noël. Une chose si simple que la plupart des enfants prennent pour acquise. Mais pour lui, c'était la liberté. L'école est devenue notre nouvelle routine quotidienne. Je me réveillais à 6 heures tous les matins, préparais le petit déjeuner, préparais leur déjeuner avec les aliments qu'ils aimaient vraiment, les conduisais à l'école, puis partais sur mes chantiers, les récupérais à 15 heures, les aidais à faire leurs devoirs à la table de la cuisine, préparais le dîner, supervisais le bain, lisais des histoires avant de dormir, tous les trucs normaux d'enfants qui auraient dû se passer depuis le début. C'était absolument épuisant, et je n'avais jamais travaillé aussi dur de ma vie. Mais cela semblait juste, d'une manière que mon existence solitaire précédente n'avait jamais été. Julien et Sandrine étaient tenus par ordonnance du tribunal de suivre 12 semaines complètes de cours de parentalité, d'assister à des séances de conseil obligatoires 2 fois par semaine, et de subir des visites inopinées aléatoires du personnel des services sociaux. Ils avaient droit à des visites surveillées avec les enfants un week-end sur 2. Surveillées signifiant que je devais être physiquement présent tout le temps pour m'assurer que rien d'inapproprié ne se passait. Cette première visite surveillée a été un désastre absolu et m'a montré tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur volonté de changer. Julien a passé toute la visite de 2 heures à se plaindre amèrement de l'injustice du système, de la façon dont les services sociaux n'avaient aucun droit de lui enlever ses enfants, de la façon dont j'avais tout gâché avec mon ingérence et mes exagérations. Il n'a pas posé une seule question à Léa sur l'école ou ses amis, n'a pas joué avec Lucas ni montré aucun intérêt pour ce qu'il faisait. Il s'est juste vautré dans son complexe de victime et son sentiment de persécution. Sandrine était d'une certaine manière encore pire. Elle n'arrêtait pas de faire des commentaires passifs-agressifs sur le fait que les enfants avaient l'air parfaitement bien et en bonne santé, donc clairement toute cette histoire était juste montée en épingle et inutile. Léa est restée assise rigide et silencieuse pendant toute la visite. Ne participant pas, visiblement mal à l'aise. Lucas jouait avec des jouets dans un coin, essayant activement d'ignorer ses 2 parents comme s'ils étaient des étrangers avec qui il ne voulait pas interagir. Quand cette visite s'est enfin terminée, Lucas m'a immédiatement demandé s'il devait repartir avec eux. Quand je lui ai dit « non, pas aujourd'hui ». « Tu restes avec moi », il s'est visiblement détendu et tout son langage corporel a changé. C'est à ce moment-là que j'ai su avec une certitude absolue que ces enfants étaient véritablement mieux sans leurs parents dans leur vie quotidienne. L'assistante sociale Patricia m'a appelé environ 1 semaine plus tard avec des nouvelles des progrès de Julien et Sandrine dans les programmes requis. Julien avait déjà manqué 2 cours de parentalité distincts sans excuse valable et était arrivé avec 30 minutes de retard à sa séance de conseil individuel. Sandrine avait carrément refusé de participer aux exercices de jeu de rôle pendant le cours de parentalité de groupe, déclarant qu'ils étaient stupides et inutiles, et qu'elle n'avait pas besoin que des étrangers lui apprennent à élever ses propres enfants. Cela ne s'annonce pas prometteur du tout, m'a admis Patricia au téléphone avec une frustration claire dans la voix. D'après mon expérience, la plupart des parents dans leur situation sont absolument désespérés de remplir toutes les conditions et de récupérer leurs enfants le plus rapidement possible. Ils feraient n'importe quoi, assisteraient à chaque séance, suivraient chaque règle. Mais ces 2-là semblent bien plus intéressés par le fait d'avoir raison et d'être justifiés que de récupérer réellement leurs enfants. Cela m'en dit long sur leurs priorités. C'est là que j'ai pris ma décision finale. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je demande la garde permanente au lieu de temporaire ? Vous auriez besoin de déposer une demande formelle auprès du tribunal. Compte tenu des circonstances, du placement stable actuel des enfants et du manque de progrès des parents, vous auriez probablement un dossier très solide.
Mais vous devez comprendre que cela signifierait que votre frère et sa femme perdraient définitivement leurs droits parentaux. Ce n'est pas quelque chose qui s'inverse. Ils ont perdu ces droits la toute première fois qu'ils ont délibérément enfermé leurs enfants dehors à 2 heures du matin dans le froid. Ils ne l'ont juste pas encore réalisé. Patricia n'a pas contredit mon évaluation. J'ai engagé un avocat en droit de la famille spécialisé dans les affaires de garde. Ça m'a coûté 3 000 € d'avance plus les frais courants, mais ça valait chaque centime pour m'assurer que Léa et Lucas restaient en sécurité de façon permanente. L'avocate a examiné toute ma documentation approfondie, le carnet détaillé, toutes les photos, les vidéos, les dossiers médicaux de la visite à l'hôpital de Lucas pour hypothermie. Elle m'a dit que c'était véritablement l'un des cas de négligence parentale les plus solides et les mieux documentés qu'elle ait personnellement vus dans toute sa carrière. Nous avons déposé une demande de garde permanente. Julien et Sandrine ont reçu les papiers officiels 3 semaines plus tard. Julien a débarqué chez moi à 23 h le soir même, tambourinant à ma porte assez fort pour réveiller les enfants à l'étage. Je suis immédiatement sortie pour gérer ça avec lui pour que Léa et Lucas n'entendent pas les cris et le conflit inévitable. Tu essaies de voler mes enfants. C'est ça, du vol. J'essaie de les protéger de toi. Il y a une différence fondamentale. Ce sont mes enfants. Tu n'as absolument aucun droit sur eux. Tu as abandonné ce droit quand tu les as enfermés dehors à plusieurs reprises par un temps glacial et que l'un d'eux a fini à l'hôpital. Les actions ont des conséquences. C'est de la discipline. Les enfants ont besoin de limites fermes et de structures où ils deviennent des sales gosses pourris gâtés. Les enfants ont besoin de parents qui ne mettent pas activement leur vie en danger. On a continué comme ça pendant 20 minutes, Julien devenant progressivement plus déséquilibré à chaque échange, sa voix devenant plus forte et ses arguments plus désespérés. Il a fini par passer aux menaces réelles, disant qu'il me ferait payer pour ce que j'avais fait à sa famille, et que je regretterais de m'être mêlé de ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer une vidéo de manière évidente, ce qui l'a immédiatement fait taire. Rien n'arrête un comportement agressif plus vite que de savoir qu'il est documenté. Tu dois quitter ma propriété tout de suite. Tu violes l'arrangement de garde en étant ici et en me menaçant. Par avant que j'appelle la police. Il est finalement parti, mais pas avant d'avoir mis son poing complètement à travers ma boîte aux lettres en métal dans un accès de rage, laissant une bosse énorme. J'ai immédiatement appelé la police, déposé une main courante officielle, et ajouté cet incident et la vidéo à ma pile de preuves grandissante. L'audience au tribunal était prévue pour février, 3 mois plus tard. 3 mois d'attente pendant que Léa et Lucas continuaient à s'adapter à leur nouvelle vie stable avec moi. Ils se sont absolument épanouis pendant cette période comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Leurs notes se sont améliorées de façon spectaculaire. Léa a commencé à vraiment sourire et rire. Lucas a arrêté de faire des cauchemars fréquents où il était enfermé dehors dans le froid. Leurs enseignants m'ont appelé plusieurs fois, étonnés par la transformation. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais été témoins d'une amélioration positive aussi spectaculaire chez des élèves auparavant. Léa est passée de notes médiocres à d'excellents résultats constants. Lucas a arrêté d'amasser de la nourriture dans son sac à dos et son bureau, a cessé d'être anxieux et nerveux, et a commencé à participer aux discussions et activités de classe. Julien et Sandrine ont techniquement terminé les cours de parentalité requis sous la contrainte et la menace de perdre leurs enfants définitivement, mais ils n'avaient clairement rien changé de fondamental dans leurs attitudes ou leurs comportements. Pendant les visites surveillées, ils se plaignaient constamment des exigences, de l'ingérence des services sociaux, du fait que je détruisais leur famille, mais ils ne s'engageaient jamais de manière significative avec Léa et Lucas. C'était comme s'ils considéraient les enfants comme des possessions qu'on leur avait volées plutôt que comme de vrais êtres humains qu'ils avaient mis en danger. Le jour du procès est enfin arrivé. Les deux parties ont présenté des preuves. Mon avocate a systématiquement exposé toute la chronologie documentée de la négligence, a montré les dossiers médicaux du traitement de l'hypothermie de Lucas, a présenté les rapports et conclusions des services sociaux, a affiché toute la documentation que j'avais soigneusement rassemblée pendant des mois. L'avocat de Julien a essayé de plaider faiblement que oui, des erreurs avaient été commises, mais que les parents avaient maintenant terminé tous les cours requis et méritaient une autre chance de faire leurs preuves. Le juge a demandé à parler en privé avec Léa et Lucas. Léa a parlé clairement et avec assurance,
disant qu'elle se sentait en sécurité en vivant avec moi et ne voulait absolument pas retourner chez ses parents. Lucas, 6 ans, a dit directement au juge qu'il aimait sa nouvelle chambre chez moi et ne voulait plus avoir à dormir dehors dans le froid. Cette simple déclaration d'un enfant de 6 ans a frappé la salle d'audience comme une bombe. Le juge a demandé à Lucas de clarifier. Il a expliqué de manière factuelle comment dans son ancienne maison, il devait parfois dormir dehors quand il l'enfermait. Mais chez moi, il avait toujours un lit chaud et n'avait jamais à avoir froid ou peur. Le visage du juge s'est durci. Elle a examiné les preuves, posé des questions de clarification aux 2 avocats, puis a rendu son jugement basé sur le schéma clairement documenté de négligence grave, les preuves médicales de mise en danger, le propre témoignage des enfants sur leurs expériences, et l'échec des parents à démontrer un véritable changement dans leurs attitudes ou leurs comportements. J'accorde la garde permanente à l'oncle. Les droits parentaux de Julien et Sandrine sont par la présente définitivement révoqués. Julien a absolument explosé dans la salle d'audience, criant et hurlant si fort qu'il a dû être physiquement escorté dehors par les huissiers tout en hurlant à la corruption, au kidnapping et à l'injustice. Sandrine est juste restée assise là, l'air agacé et dérangé comme si toute cette procédure judiciaire n'était rien de plus qu'un inconvénient massif dans sa vie plutôt que la perte de ses enfants pour toujours. C'était fini. Léa et Lucas étaient officiellement, légalement, définitivement à moi. Nous avons fêté ça ce soir-là avec des glaces et un marathon de films, juste nous 3. Léa a demandé si cela signifiait qu'elle n'aurait plus jamais à voir ses parents, sauf si elle le choisissait. Je lui ai dit que c'était exactement ce que cela signifiait. C'était complètement son choix. Aucune pression d'aucune sorte. Elle a secoué la tête fermement, non. Lucas a demandé s'il pouvait peindre sa chambre de la couleur qu'il voulait, et je lui ai dit absolument. On irait choisir la peinture ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires.